l'Observatoire des marchés. Donc moi, je vais vous présenter l'évolution des marchés automobiles sur les 5 premiers mois 2025. Et Franck, après, vous fera un point sur la part des ventes des brevets par marque et par pays. Donc voilà, je vous propose que l'on commence. N'hésitez pas à intervenir et puis à poser des questions au fil de la réunion. Bonjour Pierre-Louis, qui est arrivé à la fièvre. Alors, je vais vous faire d'abord un petit point macro donc, sur les perspectives de l'économie mondiale. Donc, effectivement, on arrive à un point où c'est un peu plus compliqué. Le FMI a revu à la baisse les prévisions de croissance du PIB. On était, je vous rappelle, l'année dernière sur 3,3%. On est en général toujours au-dessus de 3%. Et là, le FMI a fait des prévisions de croissance en dessous de 3%, donc à 2,8% au niveau monde. Ce n'était pas arrivé avant, depuis très très longtemps, hormis Covid. Donc c'est lié bien sûr à tout ce qui est incertitude, les droits de douane effectivement mis en place par les États-Unis, l'inflation qui devait diminuer mais en fait qui diminue moins que prévu. Et puis bien sûr tout ce qui est tension commerciale avec les États-Unis, la Chine et autres. Aux États-Unis, d'ailleurs, les prévisions sont en baisse également. Elles sont arrivées à 1,8% seulement pour 2025. La zone euro, c'est celle qui devrait avoir le moins de croissance avec 0,8%. Vous avez sur le tableau du dessous, effectivement, la répartition sur les 5 principaux pays. Donc en 2025, l'Allemagne devrait faire que 0%, la France 0,6%. À la rigueur, c'est l'Espagne qui devrait s'en sortir le mieux avec une croissance de 2,5% et le Royaume-Uni aussi 1,1%. La Chine qui nous avait habitués à des croissances un peu plus élevées mais qui a 4%. Et c'est l'Inde qui devrait s'en sortir le mieux cette année, donc avec une croissance prévue à 6,2% sur son PIB. Si on regarde du côté de la France, donc les perspectives économiques sont pas très bonnes. La consommation des ménages reste stable tout de même, mais la confiance des ménages diminue. C'est lié aussi à un manque de visibilité politique, à tout ce qui peut effectivement engendrer la croissance. Le taux de chômage reste stable, mais les perspectives d'investissement se dégradent. Vous avez à droite effectivement l'indicateur du climat des affaires pour la France, donc qui reste toujours à la baisse. On pensait qu'effectivement ça allait repartir à la hausse en début d'année, mais là on arrive toujours en juin 2025, donc avec un indicateur assez faible, en dessous de 100. À l'inverse, le taux d'épargne en France continue de progresser, donc il est à son plus haut niveau. Que les Français épargnent beaucoup. On est à 18,8% du revenu. Je vous rappelle que c'est surtout le quintile supérieur qui épargne, et c'est ceux qui ont plus tendance effectivement à acheter des véhicules neufs. Donc du coup, si vous avez à droite sur les courbes l'opportunité d'achat important, lui qui progresse légèrement, mais pas beaucoup, mais on a toujours vraiment l'épargne, l'opportunité d'épargne la proportion à épargner qui vraiment continue d'augmenter. Et donc, en général, quand on épargne, on n'achète pas de voiture. Voilà, donc je vous propose de regarder effectivement l'évolution des marchés au niveau mondial sur les 5 premiers mois. Donc, on est à 36 millions de véhicules légers immatriculés, en hausse de 3,6% par rapport à 2024. Donc, vous avez les bulles vertes qui sont les zones où on est en croissance par rapport à 2024, et en rouge, celles où on est en baisse. Donc, on a vraiment donc l'Europe qui reste toujours en repli, donc de moins 1,5%. Le Mexique également moins 2,9%. La Russie, bon, effectivement, c'est compliqué
depuis un moment, donc ils sont toujours en baisse, de moins 26%, mais ils avaient fait quand même ils étaient en progression en 2024, donc là, ils repartent un peu en baisse. L'ASEAN, moins 6%. Et sinon, vous avez effectivement les États-Unis, eux, qui sont en hausse, donc plus 5% qui a repris. L'Amérique du Sud, Argentine et Brésil qui progressent, enfin. Et au niveau de l'Asie, vous avez tous les pays qui sont en hausse. Inde, plus 2,7%, la Chine, plus 12%. La Corée et le Japon, qui étaient en baisse en 2024, on repart à la hausse donc sur les 5 premiers mois 2025 par rapport à l'année dernière, donc plus 5% pour la Corée et plus 12,6% pour le Japon. Alors, je vous propose de faire un petit point sur certains pays. Donc là, vous avez le marché automobile en Chine, donc sur les véhicules légers sur les 5 premiers mois. Donc, comme je vous l'ai déjà dit précédemment, effectivement, c'est les marques chinoises qui prennent de plus en plus de parts de marché. Vous allez sur l'histogramme de droite. Donc, on vous rappelle qu'en 2019, les marques chinoises représentaient 35% de parts de marché. L'année dernière, on était passé à 59% du marché. Et donc, on arrive cette année avec 65% de parts de marché de marques chinoises. Donc là, on voit bien qu'effectivement, les marques nationales prennent le pas sur les marques étrangères. D'ailleurs, le groupe Volkswagen, qui était toujours en tête, ne représente plus que 9% de parts de marché et est toujours en repli, moins 5,8%. Donc, il est passé en 4e position, donc derrière BYD, le groupe Geely maintenant qui est passé devant, et maintenant le groupe Vanong qui est passé également devant et qui sont eux toujours en progression, plus 37% BYD, plus 42% pour Geely. Donc on voit qu'effectivement toutes les marques chinoises progressent. Et du côté des marques étrangères, donc c'est plutôt à la baisse. On a quand même le groupe General Motors qui est en hausse de plus 36%, mais qui représente plus que 7% du marché. Et le groupe Toyota, qui avait bien baissé l'année dernière, on voit qu'effectivement, les marques japonaises, on était en 2019 à 20%, représentent plus que 9%, et donc qui représente 5% de marché, le groupe Toyota, donc en hausse. Mais à l'inverse, le Honda et Nissan, eux, sont bien en repli. La marque Tesla également, qui représente 3% de part de marché, est en repli de moins 17% sur le marché chinois. Donc, on a sinon le groupe Hyundai qui continue quand même un petit peu à progresser au niveau des ventes, donc plus 8%. Mais sinon, c'est vraiment les marques chinoises qui prennent le pas sur les marques étrangères en Chine. D'ailleurs, si on regarde variation par rapport à 2019, donc on voit très bien que BYD a énormément progressé. À droite, vous avez les marques qui ont progressé, donc ce sont que des marques chinoises. Et de l'autre côté, effectivement, les marques étrangères qui sont en repli depuis 2019. Au niveau de la motorisation, donc les véhicules électrifiés continuent de progresser en Chine. Sur les 5 premiers mois 2025, il y a eu 3,2 millions de véhicules électriques, 100% électriques de vendus, donc plus 47%, donc plus 1 million par rapport aux 5 mois 2024. Donc les marques chinoises continuent vraiment à progresser. Je ne sais pas si vous avez vu d'ailleurs. Hier, il y a Xiaomi qui avait lancé effectivement son nouveau SUV et apparemment en 1 heure ou quelque chose comme ça, il y a eu 300 000 précommandes du nouveau Xiaomi 100% électrique, le SUV. Donc on voit bien qu'effectivement, il y a un engouement de l'électrique en Chine qui continue sa progression. Et d'ailleurs, donc, le 100% électrique représente 29,7% des ventes en Chine. Mais on a aussi les plug-in hybrides qui progressent pas mal et qui sont à 2 millions de véhicules immatriculés sur les 5 premiers mois, qui sont en hausse de 36%. Donc, on arrive à presque la moitié du marché qui sont des véhicules électrifiés. Les véhicules hybrides représentent, eux, que 3,4%, même s'ils sont en hausse de 30%, ils ne décollent pas beaucoup.
Et donc, à l'inverse, effectivement, les véhicules thermiques, eux, sont bien en repli, donc avec moins 7% sur les véhicules thermiques. Du côté du marché indien, le marché qui est en hausse de 2,8%. Je fais une écho. Donc, un marché qui est en hausse de 2,8%. Donc, c'est pas Maruti qui il reste stable, mais qui représente quand même, qui domine avec 41% de part de marché. Hyundai, effectivement, est stable également. Elle représente 19% de part de marché. Donc, c'est plus Mahindra. Effectivement, vous pouvez le voir également depuis 2019 qui a bien progressé. Donc, il y a plus 128% depuis 2019 et qui représente aujourd'hui 14% de part de marché. Du côté des groupes, parce qu'effectivement, c'est beaucoup les groupes indiens et coréens qui dominent le marché indien, mais on a également Toyota qui progresse pas mal, qui est en hausse de 18,2% sur les 5 premiers mois, donc qui profite du marché. Et donc par rapport à 2019, il est à plus 133%. Mais effectivement, le marché indien, depuis 2-3 ans, est en bonne progression. Et sur les 5 premiers mois, on atteint presque les 2 millions de véhicules immatriculés. Du côté des Japon, c'est effectivement les groupes nationaux qui dominent, qui représentent plus de 80% du marché, presque 90%. Le marché japonais donc, est en hausse de plus 11% sur les 5 premiers mois de l'année par rapport à 2024. Mais je vous rappelle qu'il avait fait une très mauvaise année en 2024. Donc, c'est un marché qui est plutôt à la baisse depuis 2019. Comme vous pouvez le voir, il est quand même en baisse de moins 15%. Et tous les groupes sont concernés. Donc là, on a vraiment Toyota qui tire un peu le marché sur 2025 et qui permet au marché japonais de reprendre un peu des couleurs et à progresser. Et on a sinon effectivement un petit peu de groupes allemands, Volkswagen, Daimler et BMW, qui se portent bien sur le marché japonais, mais qui représentent que 3% du marché. Du côté des États-Unis, donc fait marquant aux États-Unis, c'est toujours la grosse chute du côté de Stellantis, donc Chrysler, qui est passé à la 6e position. Donc j'ai l'impression que tous les 4 mois, il perd une place, donc tous les 6 mois. Donc là, c'est Honda qui est passé devant Stellantis. Et on pourrait se poser la question, est-ce que Nissan, qui lui progresse, pourrait passer également devant Chrysler? Donc le marché est en hausse, mais ce n'est pas Chrysler qui profite de cette hausse du marché. General Motors profite pas mal. Ils sont avec 18% de part de marché, sont en hausse de 15%. Toyota également, plus 5%, donc sur un marché assez dynamique. Ford revient un peu parce il avait quand même pas mal baissé. Donc là, Ford revient avec plus 6%. Et sinon, surtout, le groupe Hyundai Kia qui continue sa progression sur le marché américain, donc qui représente 11% de part de marché en hausse de 10% par rapport à 2024. Et si vous regardez par rapport à 2019, on est vraiment en hausse de 43%. Donc c'est une des marques qui profite le plus du marché américain. Effectivement, Tesla est en hausse de 213% par rapport à 2019, mais moins 13,7% par rapport à 2024. Effectivement, Elon Musk, son arrivée, maintenant qu'il est parti, peut-être que la marque va de nouveau repartir à la hausse, mais pour l'instant, les ventes du côté de Tesla diminuent. Et vous pouvez remarquer effectivement, donc je le montrerai un peu plus tard au niveau des véhicules électriques, que BMW, Daimler, eux profitent un peu de la progression du marché et sont en hausse. Du côté des ventes européennes, donc sur les 5 mois 2025, donc c'est un marché qui est stable, plus 0,1%. Donc on est à 5,572 000 véhicules particuliers immatriculés, donc il n'y a pas les VUL, ils sont toujours d'ici 15 jours. Donc on a des disparités, bien évidemment, sur chacun des pays.
On a l'Allemagne qui est en baisse, moins 2,4%. Le Royaume-Uni, lui, qui progresse, donc avec plus 150 000 véhicules immatriculés, donc en hausse de 2,8%. L'Italie reste stable. La France, comme vous savez, on est en baisse, donc de moins 8,2%. Et l'Espagne, plus 13,6%. C'est vrai qu'en Espagne, il faut toujours avoir en tête qu'en fin d'année, avec les intempéries qu'il y avait eu, on avait eu quand même pas mal de véhicules qui étaient partis à la casse. Et donc, il y a un renouvellement un petit peu du parc pour pouvoir combler effectivement les pertes qu'ils avaient eues. Donc, un marché qui progresse pas mal. Vous avez en bas les variations au niveau des mois. Donc, on voit effectivement que c'est seul l'Espagne qui progresse bien sur les 5 premiers mois. En Allemagne, même s'il y a une reprise, comme au Royaume-Uni, sur le mois de mai, on reste quand même un peu toujours à la baisse. Et du côté des pays de l'Est, c'est un peu mitigé comme l'ensemble des pays européens. Donc, on a quelques pays quand même qui sont bien en baisse, la Slovaquie, la Roumanie, mais des pays comme la Pologne qui prend de plus en plus et qui progresse pas mal. Le marché polonais, on le verra tout à l'heure, par marque, donc qui progresse pas mal. Si on regarde la répartition des ventes par groupe, donc sur un marché qui est stable, Volkswagen profite bien. Il est à plus 4,4%. Elle représente 28% de parts de marché. Vous avez à droite l'évolution des parts de marché par groupe. Donc, on voit effectivement que Volkswagen, qui représentait 25% de parts de marché, a quand même pris 3 points depuis le Covid et donc arrive à 28% de parts de marché. Et à l'inverse, donc Stellantis, lui, sur un marché qui est stable, est en baisse, donc de moins 8,4%. On verra effectivement que c'est un peu sur l'ensemble des pays européens qu'il est en baisse. Donc Stellantis, lui, représentait 24% de parts de marché. On se disait à l'époque qu'on pourrait avoir un peu une bataille entre Stellantis et Volkswagen. On a la réponse, pas du tout. Donc Stellantis, en 2025, donc on voit qu'effectivement, a perdu presque 10 points de parts de marché. À l'inverse, donc du côté des Français, on a Renault qui progresse pas mal avec du coup sa marque même Renault qui est en progression et Dacia également. Hyundai qui est en repli sur les 5 premiers mois 2025, donc moins 3,5%. Je vous rappelle que Hyundai a fait une très très bonne année 2024. Elle était arrivée même à 8% de part de marché, était passée devant Toyota. Donc, on ne s'inquiète pas trop pour Hyundai. Toyota, lui, est en baisse, mais ça dépend de certains pays. Certains pays sont en hausse. On a une bonne progression de BMW qui est en hausse de 3% et qui représente maintenant 7% de part de marché. C'est pas mal. Daimler, lui, est en repli. Et sinon, on a à noter donc CMG, donc, qui est en progression de près de 30% sur le marché européen. Si on fait un zoom sur les marchés allemands et français, donc sur les 5 mois, effectivement, on voit donc là que Stellantis est en repli sur les deux marchés, donc moins 15% sur le marché allemand, moins 12% sur le marché français, même s'il reste leader sur le marché français. On peut se poser la question qu'avec Renault qui continue de progresser, est-ce qu'il pourrait passer devant Stellantis en France? Donc sur le marché allemand, donc plus 3% pour Volkswagen qui représente 43% de part de marché. Du côté des Allemands, BMW est en hausse et Daimler un léger repli. Donc on voit effectivement que Hyundai est en repli sur les deux marchés allemands et français. Et Renault, lui, est plutôt pas mal, donc plus 5,7% en Allemagne. On a Toyota, par contre, qui est en baisse sur le marché allemand et français de 10%. Donc, vous êtes habitué un petit peu mieux à voir effectivement peut-être un renouvellement de modèles chez Toyota. Je vous laisserai regarder ça. Je ne vous ai pas mis la répartition pour le Royaume-Uni et l'Italie, parce qu'on n'a plus les données. Donc, elles ne sont pas tout à fait complètes. Donc, j'ai préféré pas vous les mettre parce que c'était pas, le résultat ne convenait pas.
Je vous ai mis quand même le marché espagnol et polonais qui, effectivement, depuis plusieurs années, progressent pas mal. Donc, on a plus 13% donc, sur le marché espagnol. Et ben, même là, Stellantis n'arrive même pas à progresser. Donc, il est en chute de 15%. Donc, c'est Volkswagen et Renault surtout qui profitent effectivement du renouvellement du parc suite aux intempéries, comme je vous disais. Et puis, Hyundai également, qui est en hausse de près de 10%. Mais en général, toutes les marques sont en progression, hormis Stellantis, effectivement, sur le marché espagnol, qui ne profite pas du tout du renouvellement. Et puis, peut-être qu'il y aura une nouvelle politique avec Filosa qui nous permettra de progresser sur les différents marchés européens. On verra. Du côté du marché polonais, donc c'est Volkswagen qui est leader sur ce marché-là, avec 26% de part de marché, donc en hausse de 5,8%. Toyota est en baisse, mais représente 19% de part de marché. Et on a Renault qui progresse également sur le marché polonais. Je vous ai fait un point sur le marché du véhicule électrifié. Donc, au niveau mondial, donc là, c'est sur les 4 premiers mois 2025. 5 mois ne sont pas sortis encore. Donc, véhicule électrifié, donc c'est BEV plus PHEV, tout véhicule rechargeable. Donc, c'est BYD qui est en tête sur le véhicule électrifié, évidemment. Donc, avec 1,2 million de véhicules immatriculés dans le monde, donc très très loin devant le deuxième Tesla, donc avec 418 000 véhicules immatriculés. Geely est sur la troisième place, donc il prend effectivement des parts de marché. Et donc pour avoir des marques européennes, il faut attendre donc, la cinquième place, donc BMW et Volkswagen en sixième place, donc avec 177 000 pour les deux véhicules immatriculés. Et si vous regardez donc sur le camembert de droite, donc, qui représente la répartition des ventes en 100% électrique, donc là sur les 4 mois, donc effectivement, c'est BYD qui arrive en tête même en 100% électrique. Donc il est passé depuis l'année dernière devant Tesla, mais Geely également est passé et à la seconde place. Donc Tesla recule et effectivement, l'arrivée de Elon Musk au pouvoir américain n'a pas été bénéfique. À voir si maintenant, depuis qu'il est parti, est-ce que la marque Tesla va progresser. Mais il a vraiment beaucoup de concurrence avec la marque BYD et Geely qui progressent beaucoup au niveau mondial aujourd'hui. On a sinon donc en quatrième position Volkswagen et puis ensuite MG. Et là, je vous ai mis les ventes effectivement de BEV. Donc Tesla est toujours très très loin devant au niveau des ventes de BEV sur le marché américain, donc avec 215 000 véhicules immatriculés. Je vous rappelle que les véhicules 100% électriques aux États-Unis représentent que 7,5%, donc on est quand même sur des taux qui ne sont pas très élevés. Même si ça progresse, une hausse de 6% par rapport à 2024. Donc Tesla représente 42% des ventes de BEV vendues aux États-Unis. Le deuxième, donc, c'est Chevrolet, donc avec 38 000 véhicules immatriculés sur les 5 premiers mois. Ensuite, on a donc Ford et Hyundai qui sont, eux, en repli par rapport à l'année dernière. Et donc, ce qui était intéressant, c'est pour ça que je vous ai mis ce tableau-là, c'est BMW, donc avec 23 000, donc même avec les droits de douane mis en place par Donald Trump, on a donc BMW, mais je crois que ça doit être produit directement aux États-Unis, ces voitures. Donc, ils sont à 23 000, donc en hausse de 50%. Et donc, représentent presque 5% des ventes de BEV aux États-Unis. Sur le marché européen des véhicules électrifiés, donc sur les 5 premiers mois, donc le marché des BEV est en hausse au niveau européen. On est en hausse de plus 27,8%, donc une belle hausse. Représente maintenant 100% électrique, 15,4% des ventes contre 12,1%
sur les 5 mois 2024, donc un marché des ventes de véhicules 100% électriques qui progresse beaucoup. Par contre, on a donc les PHEV qui progressent également, donc plus 17,6%, et l'hybride qui représente 2 millions de véhicules immatriculés et qui soit 35% de part de marché. Donc, on a vraiment cette motorisation, l'hybride au niveau européen qui fonctionne très, très bien. Si on regarde les véhicules BEV 100% électriques vendus en Europe, donc on a l'Allemagne. Donc l'année 2024 avait été assez compliquée pour les ventes 100% électriques en Allemagne. Je vous rappelle qu'en décembre 2023, on avait l'arrêt des aides. Donc du coup, la chute des véhicules 100% électriques qui avait beaucoup baissé en Allemagne. Donc là, le marché reprend. On est à plus 43%. En Royaume-Uni, ça fonctionne également très, très bien. Vous avez sur la carte de gauche la part de marché des BEV par pays. Et vous avez la répartition au niveau des motorisations dans le camembert. Donc, les BEV sont en vert foncé. Et donc, le Royaume-Uni, on est arrivé à 20,9% de véhicules 100% électriques vendus. Donc, c'est une très, très bonne progression. Elle continue. Et donc d'ailleurs, et on a donc sur le marché européen, donc seulement la France, effectivement, où là, le BEV, c'est vraiment très compliqué. On est à moins 7,1%. Donc on verra plus tard, on en parlera, mais là, effectivement, on a un peu plus de précision sur le leasing social qui doit sortir. Donc effectivement, là, on avait en janvier, février, les ventes de leasing social qui étaient en 2024, donc qui avait fait que l'année était un peu plus élevée en 2024. Donc là, on est à moins 7%. Mais on aura, donc à partir de septembre, le leasing social, donc 50 000 véhicules, je crois, qui sont prévus, euh, qui pourraient effectivement faire progresser un peu les véhicules 100% électriques en France. Mais les PHEV sont également en repli en France, donc moins 37%, on verra un peu plus tard. Alors qu'en Allemagne, au Royaume-Uni, ça progresse pas mal. Donc, Pourquoi le Portugal, là, c'est 20%? Ça paraît étonnant. le 20%, parce qu'au Portugal, le véhicule 100% électrique fonctionne assez bien. L'électricité n'est pas très chère. Je vous rappelle qu'ils ont un accord. Donc, le Portugal a toujours été assez en tête au niveau des parts de marché de VEV. Ils ont une électricité pas chère, donc pour recharger leur voiture, c'est peut-être plus facile. Et puis des bornes de recharge qui sont bien équipées. Je vous rappelle qu'en Espagne, en Italie, on est sur des taux quand même assez faibles. On a 7,1% en Espagne, 5,1% en Italie, mais on a un réseau de bornes de recharge très mauvais dans ces pays. En Italie, en plus, il y a un coût de l'électricité qui est assez élevé. Et donc, effectivement, le véhicule électrique a du mal à repartir. Je crois que j'ai une carte, oui, voilà. Il progresse quand même. On a du coup, là, sur les bulles rouges, vous avez l'évolution des ventes de 100% électrique. Donc, en Italie, on progresse quand même de 70% sur le BEV. En Espagne, plus 78%. Et donc, on Juste, voit, si je peux, Clotilde, un petit mot sur le Portugal, Clotilde. C'est oui, juste aussi le fait que je connais bien ce pays. dis-moi. Il y a aussi beaucoup d'aides financières aux entreprises. Donc, au Portugal, les voitures sont très, très, très taxées. Parce qu'il y a un impôt, il y a deux impôts qui chargent la voiture. Et quand vous achetez une voiture électrique, vous n'avez pas ces charges. Donc, ça aide à ce que D'accord, le mais parc s'électrifie. que pour les entreprises, pas pour le particulier? Aussi les particuliers sur certains modèles. Mais D'accord, il y a beaucoup de voitures électriques, effectivement. très bien. Merci, Rodrigo. Donc, effectivement, vous avez l'évolution là des véhicules, des ECV, des véhicules électrifiés. Donc, on voit effectivement que les Royaume-Uni a bien progressé. Donc, vous avez en foncé, c'est les BEV et en clair, donc les PHEV. Donc, alors que les véhicules électrifiés représentaient 23,9% au Royaume-Uni, on est passé à 30,9%, donc on voit que ça progresse pas mal. En Allemagne, on est retombé sur des taux qu'on pouvait retrouver en 2023, parce qu'on avait une année 2024 assez compliquée en Allemagne sur les véhicules électrifiés. En France, du coup, c'est un des seuls pays où effectivement on a, même si
le véhicule 100% électrique est resté stable, bah, les PHEV ont baissé et donc du coup, on est en baisse au niveau des véhicules électrifiés en France. Et l'Espagne, donc effectivement, et l'Italie qui étaient en retard sur les véhicules électrifiés qui progressent un peu lentement, mais ils progressent. Mais effectivement, on se dit que pour 2030-2035, ça va être assez compliqué pour eux et encore plus pour les véhicules. Oui, j'en ai pas trop parlé. Pour les véhicules, pour les pays de l'Europe de l'Est, effectivement, on a des taux de part de marché des BEV qui sont vraiment très faibles. Donc, on est en dessous de 5%, hein, tout ce qui est Estonie, Lettonie, Lituanie, même la République tchèque. La Pologne, alors que le marché est en hausse, c'est pas sur le véhicule électrifié. Donc, c'est vraiment, à la rigueur, l'hybride qui représente quand même près de 50% de part de marché. Mais sinon, on est sur des parts de marché en Europe de l'Est où les véhicules électriques sont assez faibles. Je vous ai mis une slide là que la PFA avait fait sur les importations de véhicules particuliers depuis la Chine. Donc en 2024, il y a eu 740 000 unités qui ont été véhicules qui ont été importés de Chine. Donc ça représente 5,7% du marché de l'Union européenne. Et vous avez la répartition donc, par motorisation. Et donc, on voit effectivement qu'au niveau des BEV, les ventes, les importations depuis la Chine sont en baisse. Vous avez donc les années 2022, 2023, 2024 et 2025 en dernier. Donc, en niveau de... Ça, c'est lié effectivement à ce que l'Europe peut mettre en place. Donc, les véhicules électriques qui sont en baisse. Et à l'inverse, donc c'est plutôt les véhicules thermiques qui progressent. Mais on a quand même 740 000 véhicules qui sont, et là je crois que je vais... Ah mais non, c'est pas sur cette slide, c'est un peu plus loin. Je vais vous faire voir ah oui, sur le marché français. Je vous propose de passer du coup sur le marché français, donc des véhicules neufs. Donc un marché qui est en baisse donc, de 8,2% avec seulement 672 000 unités immatriculées. Donc, vous avez en bleu foncé la courbe pour 2025, donc par rapport à 2024 en rouge. Donc, on voit très clairement qu'on est bien en dessous depuis le début de l'année. Par rapport à 2019, encore plus. Donc, on est en moins 28% par rapport à 2019 sur les 5 mois 2025 par rapport à 2019. Donc, c'est un marché assez compliqué. D'ailleurs, le baromètre des commandes ne permet pas de voir effectivement un petit peu de mieux. Donc, c'est des commandes qui sont en baisse de moins 11,3%. On peut espérer effectivement que le leasing social qui va être mis en place au mois de septembre permette de rebooster un petit peu le marché. Enfin, on ne parle que de 50 000 véhicules. Donc là, on voit effectivement, même si au mois de mai, les commandes sont en hausse de 2,8%, c'est assez compliqué. Est-ce que tu veux nous en dire un petit mot, Pierre-Louis? Ah, je ne sais pas si on t'entend. Vous n'avez pas dû mettre de micro à la fièvre, non? T'entends pas, Pierre-Louis? On vous entend pas. Là. On vous entend pas. Bon. Je continue. J'espère que vous allez régler votre problème de micro. J'ai ouvert le micro, tu m'entends, Clotilde? Ah oui, je t'entends. Oui, ah, très bien, super, fabuleux. Voilà. Est-ce que tu entends Pierre-Louis? Tu m'entends? Ouais. Oui, je t'entends bien. Donc, sur les commandes, ça reste très, très, très mou. En juin, il y a eu des opérations portes ouvertes, etc., avec des baisses de prix. Et là, je pense que ça peut être... bon, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que bon, les ménages épargnent et quand on épargne, on n'achète pas, mais on pourra acheter parce que
C'est l'épargne en tout cas avant. Voilà, il y a une masse d'épargne disponible qui est très très importante. Mais bon, pour l'instant, je pense que ça va faire un peu comme au mois de mai, c'est-à-dire c'est des améliorations à la marge. Et quand tu regardes la courbe noire, bon, ça va rester très très bas. Alors après, sur le leasing social, bon, ça va remonter un petit peu, mais bon, 50 000 voitures, 50 000, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, et on les a déjà perdues. Donc on va faire que regagner. Et au mieux, bon, ça veut dire que l'année 2025 sera à peu près au même volume que 2024. Et quand on regarde ce qui se passe sur le marché du véhicule utilitaire ou industriel qui est moins soumis à ces soutiens, bah, on est sur 6 mois qui vont être en baisse de 10% pour les véhicules utilitaires légers, et puis pour les camions, ça va être du moins 20%. Tu le disais tout à l'heure, l'investissement n'est pas bon. Bon, ben, on voit bien que c'est lourd. Notre secteur est quand même globalement pas très bien orienté et il se situe à des niveaux très bas. Je t'ai mis la courbe pour effectivement le véhicule utilitaire léger, où effectivement on est à moins 11% par rapport à l'année dernière, donc 85 000 seulement unités. Donc c'est peu. Bah, c'est exactement, enfin, c'est moins pire que le véhicule industriel. Les commandes sont reparties un peu à la hausse quand même au niveau du véhicule utilitaire léger. Est-ce qu'on peut penser que ça pourrait se poursuivre? Il y avait eu des baisses très très fortes en début d'année parce qu'ils n'avaient pas revu. Non, puis la réglementation, effectivement, ne va pas dans le bon sens du côté de l'utilitaire. Donc, oui, et ça puis ne bon, ça dépend beaucoup aussi tout d'un coup, bon, ben, ils ont quand même des politiques commerciales. Ils ont vu qu'il fallait absolument changer un peu de braquet. Donc, ils ont fait des remises, etc., pour relancer. Il y a comme une politique commerciale beaucoup plus active pour relancer après des baisses à 2 chiffres en février, en mars. Après, quand tu perds plusieurs, mais ça faisait moins 10 000 véhicules. C'est difficile à rattraper. Ouais. Voilà, et quand tu as des 10 000 commandes qui sont perdues en 3 mois, bon, bah, tu te dis, on va peut-être bouger un peu et puis c'est de regagner un petit peu. Mais tout ça, c'est pour retrouver le niveau de l'année dernière qui n'était pas un niveau formidable. Voilà. Ok, merci Pierre. Si je reviens sur le marché du véhicule particulier, effectivement, vous avez là la répartition par canal. Donc, on a un gros changement quand même au niveau des ventes, c'est-à-dire qu'on a les ventes par particuliers qui sont très en baisse, donc on est à moins 14%. Donc, les ventes des particuliers représentent plus que 42,4% de part de marché. Je vous rappelle que c'est un des taux par rapport, pour remonter jusqu'à 2015, on était à 50%. Donc, c'est un des taux les plus faibles. Donc, les ventes aux particuliers sont largement à baisse. On a la même chose du côté des entreprises, où on est en baisse donc de moins 10%. Il ne représente plus que 25,6% de part de marché. Donc, celui qui à la rigueur, se porte un peu mieux, c'est le canal des loueurs courte durée, qui est en hausse de plus 7%, donc, et qui représente aujourd'hui donc 17% de part de marché. Mais tout ça, c'est pas durable. Enfin, les loueurs courte durée, les voitures, tu vas les retrouver dans 6 mois. Et ça, sur le marché de l'occasion. Ouais. Sur le marché de l'occasion récente, et c'est toujours un peu compliqué, ces politiques de vente de voitures des professionnels automobiles. Il en faut, mais bon, il ne faut pas qu'il y en ait trop quand même. C'est un volume normal, régulier. Bon, il y a peut-être le tourisme est plutôt bien orienté, donc ça se justifie qu'il y ait des loueurs courte durée un peu plus cette année que l'année dernière. Ils avaient eu quand même, ils étaient beaucoup en repli ces dernières années, donc effectivement, il faut qu'ils renouvellent un petit peu leur parc. C'est une situation plus normale, mais il ne faudrait pas que ce soit trop excessif quand même. Voilà. Ouais. Donc, comme tu disais, effectivement, le marché de l'occasion, lui, se porte bien depuis le début de l'année. Donc, on est en hausse de 2,1%, même si on est en repli par rapport à 2019. Donc, c'est un marché. Donc, sur la courbe bleue, on voit qu'on est bien au-dessus de la courbe 2024 et on se retrouve un peu par rapport aux années précédentes, plutôt dans la ligne.
Si on regarde la répartition par âge, donc effectivement, on a des véhicules de moins de 1 an qui arrivent sur le marché de l'occasion, on est à plus 1%. Je vous rappelle que c'était un marché, les moins de 1 an, les 1 à 2 ans, où c'était assez compliqué de trouver des véhicules d'occasion. Donc là, les moins de 1 an sont en hausse de 10%, reviennent un petit peu, mais représentent que 5%, enfin 6% de part de marché. Je vous rappelle que 30% de part de marché sont sur des véhicules de 15 ans et plus. Qui, eux, sont en Dans le hausse de passé, les moins d'un 8,4%. an, c'était plus près de 10%, tu vois. C'est ça, si on regarde par rapport à 2019, les moins de 1 an, on est à moins 46%. Donc, effectivement, on voit effectivement que le marché a de la marge. Et puis, même les 1 à 2 ans sont aussi en repli par rapport à 2019 de moins 42%. Donc, on a des marchés de véhicules d'occasion récents qui représentent vraiment jusqu'au moins de 2 ans, ça représente que 10% à eux deux. C'est peu. Alors que vous avez à partir des véhicules d'occasion à partir de 10 ans qui représentent la moitié des ventes des montres d'occasion. Je vous ai mis l'évolution des prix des véhicules neufs et occasion. Donc, au niveau de l'indice des prix pour les véhicules neufs, donc on est en hausse par rapport à l'année dernière. Donc, les prix ne baissent pas. Ça, c'est l'indice des prix INSEE. Alors après, c'est non remisé. Peut-être qu'on peut arriver effectivement à trouver des prix qui sont un peu plus faibles. C'est pas tout à fait remisé, Clotilde. Les remises officielles sont prises en compte, mais les remises de gré à gré, pas prises en compte. Donc, en fait, il y a quand même une prise en compte. Tu arrives à avoir des mois où tu évolues. D'accord. Mais effectivement, là, il y a des opérations commerciales. On voit que les particuliers n'achètent pas beaucoup de véhicules neufs. Enfin, bon, le prix des voitures ne baisse pas. Donc, voilà. On est sur un niveau quand même toujours très haut. Les prix catalogues, même avec les rabais affichés, bon, baissent pas. Alors après, tu peux avoir des remises de gré à gré, où là, tu peux avoir un petit peu plus, mais bon, c'est pas ce que peut prendre l'indice en compte. Pour les véhicules d'occasion, lui, c'est en baisse. Il est à peu près un peu stable par rapport à l'année dernière, mais c'est un peu mieux. Je vous ai mis ici un zoom sur des véhicules électriques en France. Donc, on est en baisse, on a dit, de moins 7%. Les véhicules hybrides rechargeables également, donc moins 37,4%. Donc, c'est vraiment l'hybride non rechargeable qui, lui, progresse et représente aujourd'hui 45% de part de marché, donc avec plus 38%. À l'inverse, effectivement, l'essence et le diesel sont en repli. Le diesel représente plus que 5% de part de marché en France. Mais si on regarde sur l'histogramme en bas à droite, vous avez l'évolution des ventes de BEV en France depuis l'année dernière, hormis le mois de juillet et puis le mois d'avril, où il y a eu une petite hausse. Sinon, on est sur des ventes en baisse, donc des BEV. Et puis là, vous le voyez très clairement sur ce graphique-là. Vous avez l'évolution des ventes par motorisation en France. Donc, on voit que l'hybride non rechargeable, qui en 2020 représentait même pas 10% de part de marché, on est arrivé à 44% de part de marché. L'essence et le diesel sont bien évidemment en baisse. Mais on voit que la courbe de l'électrique, ben, elle a du mal à progresser. Et sur le graphique de droite, vous avez la répartition de l'électrique par canal. Donc, par exemple, en janvier, entre septembre 2023 et mai 2024, vous aviez des taux entre 25 et 30% de part de marché de l'électrique qui étaient faits par les ménages. Les ménages, c'est largement en baisse. On n'arrive plus qu'à 13,9%. Donc, c'est vraiment, les ménages n'achètent plus de véhicules 100% électriques. Plus qu'à 13,9%, donc sur un taux à 17%. Donc, c'est les sociétés qui achètent plus de véhicules électriques, 19%, et surtout là, depuis le début de l'année, donc les loueurs courte durée, qui représentaient que 3% des ventes de véhicules électriques, qui représentent là, en mai 2025, on est à 13,1%. Donc, ils achètent des véhicules électriques sur les loueurs. Alors, pour les ménages, bon, c'est logique parce qu'il n'y a plus de leasing social. Et puis oui, là, c'était le leasing social qui avait. Il y a quand même eu des coups de rabot sur le montant du malus.
il y a quand même des offres nouvelles. Ce qui est un petit peu inquiétant, c'est quand même qu'il y a des offres nouvelles de IC3 ou R5, etc. Alors là, on n'a pas encore complètement l'offre bas prix pour Renault. C'est quand même des voitures qui arrivent à des tarifs plus bas, mais ça ne suffit pas pour l'instant pour faire remonter les ménages. Et pour les sociétés, elles ne sont pas aidées, mais elles peuvent être durement pénalisées si elles ne renouvellent pas avec de l'électrique. Électrique. Et donc, c'est ça qui stimule. Après, la LCD, on voit que dans le passé, ils avaient déjà eu des hausses, mais c'est jamais bien durable. Parce qu'il faut arriver après à ce qu'il... À se maintenir, effectivement. On a eu des pics, ça il va falloir... Déjà, ils ont beaucoup de demandes avant l'été. Enfin, en volume global, toute énergie, les volumes de LCD sont plutôt forts avant l'été pour servir de tourisme, etc. Et donc, le volume global va retomber. Mais surtout, en électrique, il va falloir qu'ils trouvent les valeurs résiduelles et des gens intéressés par ces voitures-là. Et on voit dans la courbe dans le passé, ils font des essais pour voir si ça prend, quoi. Ouais, tout à fait. Je vous ai mis ici en France, vous voyez l'impact du score environnemental, enfin de l'éco-bonus. Donc la part de marché des BEV en provenance de Chine donc a vraiment été divisée par 2. Donc là, vous avez en fonction de la provenance des véhicules. Donc en 2023, 59% des BEV provenaient d'Europe et 35% de Chine. Et on voit effectivement que la part de marché des BEV en provenance de Chine a bien diminué. Donc effectivement, avec le score environnemental qui permet d'avoir 81% de part de marché des véhicules 100% électriques qui proviennent d'Europe et plus que 15% qui proviennent de Chine. Vous avez... Il n'y a pas que ça, parce que tu as l'éco-score. En France, tu as l'éco-score, tu as les taxes qui ont été instituées par l'Union européenne sur les voitures les voitures électriques qui viennent de Chine. Donc, SAIC, c'est 38% en plus, BYD, ça doit être 17 ou des choses comme ça. Et c'est venu s'ajouter à ça. Et puis, le troisième effet, qui n'est pas un effet sur ces Tesla aussi, les Tesla Y venaient de Chine et elles viennent de Berlin. Donc, elles ne sont plus dans ce spectre-là. Voilà. Donc, tu as 3 effets, en fait, pour expliquer ça. Très bien. Bon. On verra si ça se poursuit effectivement dans les mois à venir. Ben après, on voit que les marques chinoises vendent moins de voitures électriques, mais vendent tout autant. C'était le graphique que tu montrais sur l'Europe tout à l'heure. Oriente les ventes vers le thermique. Vers le thermique, tout à fait. Il n'est pas taxé. Exactement. Donc le danger. C'est là que le local content, effectivement, devrait pouvoir remédier à ça. Tant que ça se met en place. Ouais. Je vous ai mis les infrastructures de recharge, elles progressent un peu, mais tout doucement depuis 2024. On a plus 9%, mais on n'a pas non plus une multiplication des bornes. Je vous ai mis ce petit tableau que j'aime bien. Donc, effectivement, on voit effectivement la part de marché des véhicules 100% électriques par marque en France. Donc, vous avez sur les colonnes de gauche les ventes de véhicules électriques. Au milieu, vous avez les ventes de véhicules particuliers au global. Et donc, après, à droite, vous avez la part de marché des véhicules électriques sur les ventes de la marque. Donc, on voit effectivement Renault qui est en hausse de 28% sur ses ventes de véhicules électriques grâce notamment à la Renault 5 qui fonctionne très bien. Donc, qui est passé de 16% de part de marché des véhicules 100% électriques dans la marque à 20% en 2025, donc en progression. À l'inverse, Peugeot, le véhicule électrique, est plutôt en baisse. Et donc, du coup, on est passé de 22% de part de marché du BEV à 13% en 2025. Donc, on a perdu quand même près de 10 points. Une grosse montée de Citroën, effectivement, dans le véhicule électrique, donc qui est maintenant représente 25% de part de marché qui sont de l'électrique.
celui que je voulais, Audi, progresse pas mal également. On est passé à 30% de part de marché. On était à 10% l'année dernière. Donc, il progresse pas mal. Fiat, dont la Fiat 500 a du mal, effectivement, à se vendre. Donc, il est en baisse sur ses ventes électriques de moins 68%. Et donc, a perdu 20% de part de marché sur le véhicule électrique. BYD, on le voit, avant, il venait qu'avec des véhicules 100% électriques l'année dernière. Et donc là, maintenant, on a un mix 70% de véhicules électriques, 30% de thermiques chez BYD. Dacia, ça progresse pas beaucoup, mais forcément, on a la Spring qui ne peut pas progresser avec le Il n'y a malus. pas d'éco-score et qu'il y a une petite Exactement. part de taxes européennes. Voilà. Là, c'est la même chose, c'est la répartition des ventes par marque. Je vous laisserai regarder ça, c'est l'évolution des parts de marché. La précédente, précédente avait MG qui était assez intéressant, où tu vois qu'il passe, qui est sur une part de marché en France assez consistante, quand même de l'ordre de 2%, et tu vois qu'il passe de 88%. 88 à 13%. Ouais, voilà, tu vois un peu vous voyez la flexibilité qu'ils sont capables d'avoir. Tout à fait. Alors que le marché est en hausse, les ventes de MG ont progressé de 66%. Donc, effectivement, s'ils ne peuvent pas vendre du véhicule électrique, ce n'est pas grave, ils ont d'autres motorisations à proposer. Voilà, moi j'ai fini. Je voulais juste vous mettre les principaux modèles électrifiés. Donc, on a sur les véhicules 100% électriques, c'est la Renault 5 qui est en tête, donc avec près de 13 000 véhicules immatriculés depuis le début de l'année. Ensuite, c'est la Citroën C3. Du côté des PHEV, c'est la Cupra Formentor qui est en tête devant le BMW X3. Et du côté des hybrides, donc c'est la Clio qui est le plus vendu, donc avec 16 000 véhicules immatriculés. Et juste, je vous en ai parlé tout à l'heure, effectivement, la répartition des acheteurs de véhicules électrifiés, donc du côté des véhicules électriques, les particuliers représentent plus de 33%. On était à plus de 50% en 2024. Donc, on voit qu'effectivement, c'est les entreprises qui achètent maintenant du véhicule 100% électrique. Voilà, j'ai terminé. Je vais laisser la parole à Franck. Je ne sais pas si vous aviez des questions ou si c'était clair. De toute façon, on vous enverra la présentation dans la journée. C'est bon? S'il vous plaît. Bonjour à toutes et tous. On va essayer de partager notre écran. Je l'ai sinon, si vous avez. C'est ce qui me rassure. À mon avis, c'est toi qui vas passer les slides. Voilà. Est-ce que vous voyez notre écran? Non, pas encore, oui. Alors, ça y est, c'est bon. On va bon. le partager. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah, c'est bon? C'est bon? Génial. C'est bon. Bon, bah super. Écoutez, moi, je vais vous faire une petite analyse, à mon avis, qui devrait vous intéresser, parce que c'est l'évidence des choses qu'on n'a pas forcément à l'esprit. Il s'agit de vous Si tu montrer... peux nous mettre en grand l'écran. Alors... Ah, attends. Sinon, je le passe et tu me dis quand je passe les slides. Non, on va y arriver. Attends. Mets-toi sur le bon écran, voilà. Et là, on va... passer où? Vous avez bloqué? Eh ben, je partage, moi, sinon. C'est dingue. Attends, il était où? Il est où? Là, il faut repartager. Il va pas disparaître. Là, on l'avait il y a une minute. Pour partager. Ouais.
Je vais le faire. Vous voulez pas? C'est ça, c'est ça. Ouais, attends, arrivé. Ouais. Et bon. Voilà. Là, l'écran, et là, il faut juste le partager. Est-ce que vous voyez? On le voit, si tu peux le mettre juste en diaporama pour qu'on l'ait en grand. Alors, on va le mettre en diaporama. Il est là, le diaporama. Ah. Il est là. Voilà. Hop! C'est bon? Non, c'est pas bon. Vraiment, ça devrait être bon. Ça prend une bonne tournure. Non. Ah, Clotilde, quand t'es pas là. Ah oui, ça, vous le savez. Hein. On en a la preuve. Laisse Clotilde. Affichage. Je vais mettre dans affichage. Alors, à la main, on va y aller à la mano. Vous avez l'air d'avoir un ordinateur qui n'est pas forcément très... Vous voulez pas que je partage moi, ma... Un diesel. Bon, allez, donc, je partage. Ça me... Allez, je le fais. Ce truc-là, ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas pourquoi. Je vais partager, Franck. Comme ça, tu dis quand je passe. C'est le plus simple. Tu prends la main. Je comprends pas parce que j'ai le truc à l'écran. C'est pas grave, je l'ai. Je pense que tout le monde voit, là. On t'écoute. Non, on voit. Moi, je C'est vois bon, pas. Franck? Ah ouais, ça y est, c'est bon. Oui, donc je voulais vous faire partager une petite analyse à propos des ventes de véhicules 100% électriques pour voir un petit peu comment se trouve chaque marque. Alors, je vous dis chaque marque et pas chaque groupe, parce qu'il y a des marques qui, dans certains groupes, n'ont pas ou peu de gamme électrique. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir ceux qui ont vraiment une gamme complète de véhicules électriques. Le premier, alors vous allez voir, il y a 21 slides, on va aller vite, mais le premier, c'est BYD. Alors, ce n'est pas un constructeur qui vent beaucoup, parce que vous voyez que sur les 5 premiers mois de l'année, ce sont les stats de janvier à mai en Europe, il a vendu 71 000 voitures. Et là, je vous ai mis donc une répartition donc à la fois par bulle de son volume de vente. Donc, vous voyez qu'en fait, il a deux très gros marchés. C'est assez drôle. C'est le Royaume-Uni et la Turquie, c'est-à-dire c'est pas dans l'UE. Le troisième, c'est l'Italie, l'Espagne et la France et l'Allemagne sont quand même assez largués. Et à l'intérieur, vous avez la part des BEV. Alors lui, il a une part de ses BEV totale qui est de 51,2%. Ça fluctue beaucoup entre, vous voyez, 25% que le marché turc, mais en France, on est à 70%. Donc la France, c'est un des pays où sa part du 100% électrique est la plus forte. 48 en Espagne, 55 au Royaume-Uni, 70 en Allemagne également, et on amène 100% en Pologne. On va avoir 100% en Norvège, au Danemark, 85 en Finlande, vous voyez, bon là c'est des tout petits volumes, 100% en Pologne. Et on voit donc que BYD, c'est le numéro 1, puisqu'il a plus de la moitié de ses ventes qui sont 100% électriques. Si on regarde aujourd'hui la suite, alors, oui, je mets la 2, mais en fait, c'est toi qui mets la 2, Clotilde, ou c'est moi? Je ne sais pas. C'est Non, moi, c'est moi. C'est toi. Ah, c'est bizarre, parce que... Alors, le 2, je n'aurais pas forcément parié dessus, c'est Porsche. Et c'est marrant parce que j'ai passé une slide, ça a passé sur mon écran, mais bon, peu importe, je ne sais pas. Peu importe, on est donc sur Porsche. Porsche, vous voyez qu'en fait, on a 34%, plus du tiers des ventes qui sont 100% électriques. Je n'aurais pas parié. Et j'aurais encore moins parié sur le fait qu'en France, 68% de leurs ventes sont 100% électriques. Ce qui est étonnant. Étonnant au prime abord, parce que quand on voit un peu la typologie des Porsche, on se dit que c'est pas forcément une voiture électrique que j'achèterai en premier. Mais étant donné le niveau des surtaxes en France qui est très important, bah, finalement, vous voyez que là, le marché, alors c'est pas un très gros marché comparé à l'Allemagne. Vous voyez que le plus gros marché de Porsche, c'est l'Allemagne et le Royaume-Uni. Là, vous devez avoir 70% des Porsche vendus en Europe. Et donc, au Royaume-Uni, vous avez quand même 47% de 100% électrique et 30% en Allemagne. Après, c'est des taux qui avoisinent entre 27, 30%, 40% en Portugal, mais sur des volumes qui sont tout petits. Donc là, il y a quand même deux infos. Un, Porsche est quand même bien positionné sur l'électrique et surtout, il est quand même très dépendant de deux marchés, dont le marché britannique hors d'Allemagne. Si vous regardez après chez Cupra,
Cupra, donc c'est une marque du groupe Volkswagen. Alors, les volumes ne sont pas très importants. Sur 5 mois, c'est 93 000 voitures, mais n'empêche que c'est le numéro 3 en termes d'électrification. 32% donc des ventes sont électriques, 36% en France, 40% en Allemagne, 42% au Royaume-Uni. En revanche, il y a des pays comme la Turquie, donc 2%, l'Italie 10%, l'Espagne ils sont à 17%. C'est assez variable. Mais là aussi, ce dont on se rend compte, je n'avais pas forcément à l'esprit, c'est que le très gros marché pour Cupra, c'est l'Allemagne, qui à lui tout seul doit pas être loin de 50% des volumes de vente de Cupra en Europe. Donc un marché très germano-dépendant. En 4, vous avez Mini, donc le deuxième constructeur du groupe BMW, lui aussi qui est plutôt très bon, puisqu'il a à peu près pareil, 32,6% de ses ventes qui sont 100% électriques. Donc là, on est très au-dessus de la marche des ratios qui étaient prévus pour l'année 2025. Donc ça explique que ces groupes-là n'ont pas de problème pour atteindre les objectifs café. Et en France, vous voyez, c'est 37%, ce qui est quand même pas mal. En Allemagne, 35%, le Royaume-Uni, 28%. Donc la France, c'est presque le pays où le taux d'électrification de Mini est le plus important. Excepté Norvège, vous êtes à 99%, Suède à 90%, Finlande à 95%, qui sont les 3 pays scandinaves. Pardon. Ouais. Juste, Franck, c'est bien en nombre de véhicules et pas en chiffre d'affaires? Non, c'est en nombre de véhicules. D'accord, ok. Donc eux, c'est 69 000 voitures de vendues sur les 5 premiers mois de l'année. Ce n'est pas des volumes énormes, hein, mais ils ont quand même un taux d'électrification qui est très bon. Et c'est des ventes qui sont quand même plus... C'est assez drôle de voir que la Turquie est un marché aussi important pour eux que l'Italie. Sauf que là-bas, ils vendent aucun véhicule électrique. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est quand même une marque qui a un volume de vente qui est bien réparti. Vous voyez, entre l'Allemagne, premier c'est le Royaume-Uni, mais l'Allemagne n'est pas loin, la France est pas mal. Le Benelux, c'est très bon. Pays-Bas, 44% de ventes électriques. C'est bizarre, la Belgique n'est qu'à 8%. Et c'est donc une marque qui n'est pas trop dépendante d'un seul marché. Si on continue, on arrive chez Volvo. Alors Volvo, on commence à monter un peu dans les volumes, puisqu'on est à 140 000 voitures vendues. On a un taux qui est très bon quand même, qui est de 27% de 100% électrique. C'est variable d'un pays à l'autre. On va dire que les champions, là c'est étonnant. Et d'ailleurs, Volvo n'avait pas dit qu'en 2026, ne vendait que des véhicules 100% électriques, non? Ouais, 28, il avait dit, je crois. Mais bon, il a fini ça. Il a fait une communication pour dire que ce ne serait plus le cas. Le taux, bon, pays scandinaves, on a des taux qui sont très élevés. 82% en Norvège, 33% en Suède, 36% en Finlande. En Allemagne, 17%, en Royaume-Uni, 19%. En France, 48%. Belgique, 60%, c'est étonnant. La Belgique, ils sont très forts sur certaines marques en électrique et moins forts sur d'autres. Là, ils sont plus forts que les Pays-Bas. 50% aux Pays-Bas. Et là, en Turquie, étonnamment, 31% des ventes. Un bon marché qui est également 100% électrique. L'Italie, que 15%, l'Espagne, 13%, le Portugal, 36%. Un petit marché. Très intéressant de voir que la Pologne, c'est le 4e marché pour Volvo. Donc là aussi, on voit une marque qui est quand même bien implantée en termes de volume à peu près partout. Point très intéressant, je trouve, indépendamment de ça. Ensuite, on est chez Audi. Alors, Audi, ils ont 270 000 ventes en 5 mois, mais un taux qui est de 21,3%. Alors, c'est que sur le VP. Hein. Là, je ne vous parle pas de VUL, on ne parle que de véhicules particuliers. Avec évidemment un marché qui, vous voyez, est quand même très germano et anglais, hein, germano-dépendant, avec ses premiers marchés de loin. Le Royaume-Uni arrive en 2. Et ils n'ont pas un taux exceptionnel en Allemagne. 20% de véhicules 100% électriques, c'est moins que dans beaucoup de pays. Moins qu'en France, qui fait 31, mais un tout petit marché. La Belgique est à 43, les Pays-Bas 54, mais des marchés quand même relativement petits. Bon, Scandinavie sont très hauts. Le Royaume-Uni plutôt bien, il est à 27. Et puis l'Europe du Sud, on est autour de 4, 6, 10 en Turquie, 32 au Portugal. Mais des marchés tout petits. Ce qui est intéressant, c'est de voir que, par exemple, vous voyez, je pensais qu'en République tchèque, en Slovénie, en Slovaquie, en Croatie, il y avait quand même plus de ventes que ça. Et en fait, pas du tout. C'est quand même une marque qui est très positionnée Europe de l'Ouest encore. Si on prend Kia, il est à 21,1% de volume. Alors là, ce qui est toujours très remarquable avec les Coréens,
c'est que regardez le marché, il est vraiment très très bien réparti. Donc là, on peut se dire que c'est une marque dont le volume des ventes va se maintenir quoi qu'il arrive, parce que vous voyez que le Royaume-Uni, c'est le premier marché, mais derrière, il y a l'Allemagne, qui est au même niveau que l'Espagne, qui est quasiment au même niveau que l'Italie. La Turquie n'est pas loin, est au même niveau que la Pologne. Et la France, ce n'est pas forcément un grand marché pour Kia, puisqu'en termes de volume, on arrive qu'on doit être 8e. Et des volumes qui ne sont pas du tout neutres en Autriche, en Hongrie, en Slovaquie. Quand vous mettez l'Europe centrale, vous avez les volumes d'un pays comme la France. Donc une marque qui est exceptionnellement bien répartie partout en Europe. Et avec un bon volume de véhicules électriques. La France, c'est dans sa moyenne, 21, le Royaume-Uni, 19, les champions, c'est les Pays-Bas, l'Allemagne est à 23, la Turquie est à 41. Étonnant. Pays du Nord, bien sûr, au-dessus, mais pays du Sud, largement en dessous. Mais quand même une bonne moyenne. Donc, eux, ils n'ont pas de problème avec café. Si on continue avec la marque BMW, BMW s'en sort bien également. Alors, eux, je n'ai pas pris les PHEV, mais si on les avait pris, on aurait vu qu'ils sont très bien positionnés en PHEV. Et en 100% électrique, ils sont à 18,5, le pourcentage de véhicules électriques chez eux. Il n'y a que le Royaume-Uni parmi les gros marchés qui est à 28. Les autres, la France, vous voyez, on est à 22. L'Allemagne est à 19. Ils ne sont pas forcément hyper bons en électrique en Allemagne. L'Espagne est à 9. Un peu de vente en Europe de l'Est. Mais comme l'Allemand, eux aussi, par rapport à Volvo, par rapport à Kia, c'est étonnant de voir que c'est un marché qui est très dépendant du top 5, en fait. Allemagne, Royaume-Uni, Espagne, Italie, France, il faut rajouter la Belgique et les Pays-Bas, et très peu en Europe de l'Est. Avec un volume, là aussi, qui est étonnant, de vente de véhicules électriques en Turquie, qui est de seulement 1%. C'est étonnant. Si on continue, on arrive chez nos amis de Volkswagen, donc la marque Volkswagen. Alors là, on voit quand même que Volkswagen est ultra dépendant du marché allemand, sur lequel il ne doit pas être loin de faire 40-45% des volumes européens. Ensuite, vous avez le Royaume-Uni qui est derrière, et puis l'Italie qui est devant la France d'ailleurs, et Espagne, Turquie et Pologne, Suède aussi. Et là, vous avez globalement un volume qui est à 17,8%, avec un Royaume-Uni, une Allemagne à 19%, une France à 15%, en part de marché de véhicules électriques, et une Espagne qui est très faible, une Italie qui est très faible. C'est ce qui joue un peu à la baisse. La Belgique est forte, les Pays-Bas également, 23-36%. La Belgique est à 36%. Là. Donc elle a un taux de véhicules électriques qui est quand même très conséquent chez Volkswagen. C'est étonnant. La Turquie, comme je vous le disais, c'est un marché important, mais que 6% de véhicules électriques pour eux. Donc un marché assez équilibré, mais qui est quand même très germano-orienté malgré tout. Si on regarde chez Citroën, alors Citroën, voilà, c'est le premier français, entre guillemets. La première marque de Stellantis arrive, vous voyez. Dans celle que je vous ai donnée, elle doit être 9e. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10e. C'est la 10e en termes de taux. On est à 16%. Citroën, Citroën, il est globalement assez dépendant quand même du marché français, qui est son premier marché, suivi de l'Italie, l'Allemagne, et puis ensuite l'Espagne et la Turquie. Alors chez eux, ce qui est entre guillemets problématique, c'est que finalement, leur vente de véhicules électriques, ils ne les font qu'en France, un peu en Italie, très peu en Allemagne, très peu en Espagne, et globalement, leur taux est bas, parce qu'il n'y a qu'en France où ils ont quand même 25% de leur vente 100% électrique. Mais ailleurs en Europe, ce n'est pas le cas. T'as le Royaume-Uni quand même. Le Royaume-Uni fait 30%, mais c'est des petits volumes. Les Pays-Bas, ils font 57%, mais ce n'est pas des très gros volumes. La Belgique fait 28%, mais ce n'est pas des énormes volumes. En revanche, en Allemagne, en Italie, en Espagne, où ils sont forts, ils ne sont même pas à 8%. Et Turquie, qui est bien positionnée, la Turquie, 0% de véhicules électriques. Pologne, pareil. Donc, un constructeur qui est très dépendant, pour améliorer son taux, il faut absolument qu'il l'améliore dans les pays du Sud, que sont l'Italie, l'Espagne, accessoirement la Turquie et quand même l'Allemagne. C'est étonnant qu'en Allemagne, ils n'aient pas un taux d'électrification, enfin de BEV qui soit pas meilleur. Mais la France, c'est pas mal avec 25%. Plutôt un bon score. Ensuite, si on regarde qui arrive avec... alors, Citroën, c'était 165 000 voitures, c'est quand même pas beaucoup. Vous voyez que Skoda, on est à 328 000 voitures. C'est-à-dire, Skoda, aujourd'hui, vend 2 fois plus de voitures en Europe que Citroën.
Hein, si vous regardez les statistiques historiques, il y a ça 15, 20 ans, 30 ans, Skoda était inexistant. Bon, voilà. Aujourd'hui, donc, c'est un gros faiseur, Skoda. Et lorsque vous regardez sa structure de vente, alors lui, c'est assez différent parce que finalement, il est très bien orienté plutôt dans les pays d'Europe de l'Est. Il a un bon marché au Royaume-Uni, mais après, France, Espagne, Italie, ce pas des très gros marchés pour lui. Le plus gros, c'est évidemment l'Allemagne, et ce sont les pays d'Europe de l'Est. Pologne, République tchèque, forcément, et Turquie également. Le taux, il est de 15,9, donc il n'est pas exceptionnel, bien qu'il soit de 20% en Allemagne, 35% d'électrique aux Pays-Bas, 38% en Belgique, 24% au Royaume-Uni. Il pourrait être meilleur, mais la Turquie, l'Italie, l'Espagne, même la Pologne, qui fait que 1% de véhicules électriques sur ses ventes, l'empêche de décoller plus loin. Mais c'est quand même une bonne performance pour un constructeur qui est principalement positionné en Europe centrale et en Europe de l'Est. Donc là, on se dit que si ça décollait l'électrique du côté de l'Europe centrale, Skoda il pourra en bénéficier vraiment très vite. Ensuite, on a Hyundai. Et bien Hyundai, c'est un peu pareil que Kia. Moi, je trouve que c'est vraiment les deux constructeurs. C'est assez intéressant. Donc, le groupe Hyundai qui a la structure des ventes par pays qui est la plus efficace, en fait. Qui est la plus résiliente, en fait. Parce que quand vous regardez, ils ont vraiment une part de marché qui est à peu près constante dans tous les pays, ce qui fait qu'ils ont un volume des ventes qui est un peu proportionnel au volume du marché de chaque pays. Donc, eux, ils ont vraiment un coussin et un amortisseur intéressant, avec comme premier pays de vente l'Allemagne, 27% des BEV. Mais quand vous regardez ensuite, on a quasiment le Royaume-Uni au même niveau, quasiment la Turquie, qui est au même niveau de l'Espagne, l'Italie un peu moins, comme la France, la Pologne. Et si vous mettez des pays d'Europe centrale, vous avez l'équivalent d'un marché comme la Turquie. L'Irlande également, ils sont très bien positionnés en Irlande. En revanche, ils ont une structure des ventes de véhicules de BEV qui est très germano, Royaume-Uni, Pays-Bas, pas énormément en France, on est à 16, on est à leur moyenne, et qui est nettement plus faible ailleurs. C'est pour ça qu'ils ne sont qu'à 16, parce que vous voyez bien que la Turquie, l'Italie, l'Espagne, la Pologne, qui fait ces 4 pays-là font plus du tiers de leurs ventes, bah là-dedans, il n'y a pas de véhicules électriques, il y en a très peu. Ils ont un taux qui est entre 4 et 8%. Mais c'est quand même une réussite commerciale que je trouve vraiment intéressante et impressionnante. Mercedes. Alors, Mercedes, on est à 292 000 ventes. Vous voyez, on vend 2 fois plus de Mercedes que Citroën. Avec un constructeur qui est quand même très dépendant du marché, de son marché d'origine, qui est l'Allemagne, dans lequel il n'a pas une part de l'électrique qui est très forte. C'est étonnant. Il n'est qu'à 11%. Ils ont en revanche 41% de véhicules électriques vendus en Belgique, qui est un gros marché. Quand vous regardez la Belgique, on n'est pas loin d'avoir, ils sont à 75% du marché français. C'est étonnant. Les Pays-Bas, c'est également un gros marché pour Mercedes. Bon, accessoirement la Suisse. L'Italie est devenue un marché plus important que la France. La France est devenue le 10e marché pour Mercedes. L'Espagne est plus important. La Turquie est plus importante que le marché français. Et même en Turquie, c'est très étonnant la Turquie, parce que vous avez vu qu'il y a des marques qui sont à 0 d'électrification. Et là, ils sont à 19%, ils ont un taux qui est supérieur à l'Allemagne. Pologne devient également un marché important, mais avec que 5% d'électrifiés. Ça fait plus de 100% d'électrifiés. Donc, globalement, ça reste un constructeur très dépendant du Benelux, de l'Allemagne, du Royaume-Uni. Et puis ensuite, bon, une structure des ventes qui est relativement faible, entre guillemets, qui est relatif, dans l'Europe du Sud quand même, avec cependant un décollage important de la Turquie qui était inexistante il y a encore 10 ans. Si on prend Renault, alors Renault, la marque Renault, hein, évidemment, là, on a un constructeur qui a une structure des ventes que je trouve intéressante. C'est pas aussi bon que Kia ou Hyundai, mais c'est quand même pas mal. Alors, bien sûr, la France, c'est son premier marché. On est à 350 000 véhicules, là, vous voyez, sur les 5 premiers mois. Mais on voit que le marché turc est très important pour Renault, mais le taux d'électrification, il est quasi inexistant, il est que de 1%. En France, il est de 20%, c'est bien. En Italie, marché important, mais taux d'électrification de 6. L'Espagne, marché important, mais électrification de 7. Allemagne, pas un marché très important pour Renault, vous voyez. Ça arrive derrière l'Espagne, derrière la Turquie, derrière l'Italie, derrière le Royaume-Uni, mais 18% d'électrification.
Et puis, quand même, deux marchés qui restent très bons, les Pays-Bas et la Belgique, avec des taux qui sont assez forts, notamment aux Pays-Bas. Et donc, alors en Roumanie, on verra que Dacia, ça change, mais Roumanie, on n'a qu'un tout petit volume de marché, que 6% de véhicules électriques. En Europe centrale, finalement, Renault ne fait pas un grand score. Mais c'est quand même une structure des ventes qui est assez intéressante et qui n'est pas trop dépendante d'un seul marché. Si on regarde Ford, alors Ford, ce n'est pas des gros volumes, malheureusement pour eux. Ils sont à 215 000 voitures. Ils ont un taux d'électrification. Alors là, on rentre dans la catégorie des constructeurs qui sont des marques qui sont très, très nettement en dessous de la moyenne européenne, qui est autour de 15, je crois, 15,6. Leur premier marché, ils sont ex aequo, c'est le Royaume-Uni et l'Allemagne. L'Italie est pas loin. Le taux de véhicules électrifiés, il est de 12% en Allemagne, 16% au Royaume-Uni, mais faible en Italie. Volume du marché français, équivalent espagnol, taux faible, 11, 3% en Espagne, la Turquie, 1%, et l'Europe centrale, quasiment aucun véhicule électrique. Donc voilà, Ford, maintenant c'est un croissant de vente qui est Royaume-Uni, Allemagne, Italie, Benelux quand même, et puis 3 marchés accessoires, France, Espagne, Turquie, qui eux n'ont pas de vente, peu de vente de véhicules 100% électriques. Donc une moyenne à 11, c'est plutôt globalement faible. Peugeot est à 317 000 ventes, et lui, il a une structure des ventes qui ressemble un petit peu à celle de la marque Renault, quand vous regardez, qui est pas mal en termes de dispatching, puisque évidemment la France c'est le premier marché, mais l'Allemagne est loin. L'Allemagne, on va dire que les constructeurs français fassent un score fabuleux en Allemagne. Son deuxième marché, c'est l'Italie, le Royaume-Uni, ensuite on a la Turquie et l'Espagne, avec également des beaux volumes aux Pays-Bas et en Belgique. Et l'Allemagne, l'Allemagne c'est très moyen. Le taux, là, en revanche, d'électrification, il est franchement décevant, il est faible. Parce que, à part le Royaume-Uni qui est à 23, un peu le Benelux, la France qui est à 13 et qui, du fait de ses volumes, remonte un peu le niveau, la moyenne est à 10,4 parce qu'en fait, en Europe du Sud, ils vendent très, très peu de véhicules électriques. C'est le problème majeur de Peugeot, parce qu'en Turquie, il n'y a rien, en Italie, quasiment rien, et même en Espagne, il n'y a pas grand-chose. En Europe centrale, pas des gros volumes, mais aucun véhicule électrique. Donc, Peugeot, son défi, c'est de vendre de la voiture électrique ailleurs qu'aux Pays-Bas, qu'au Benelux, au Royaume-Uni et en France. Si on regarde Opel, alors Opel, c'est un peu le symétrique de Peugeot avec un centre de gravité qui est d'abord allemand, mais vous voyez des volumes qui sont quand même. Alors, ils ont, au Royaume-Uni, ils ont un autre. C'est Vauxhall. C'est Vauxhall Royaume-Uni, et je ne vous ai pas pris Vauxhall. Voilà. Oui, je ne l'ai pas ajouté. Donc, on va enlever le Royaume-Uni, parce que sinon, on aurait, je pense, un volume qui serait l'équivalent à peu près de la. Oui, tu aurais une bulle comme Je vais vous le l'Allemagne. rajouter, si effectivement. Pas pourquoi j'ai oublié Vauxhall. Tu as combien à peu près au Vauxhall? Tu me le redonneras, je le rajouterai sur la carte. Ouais, parce que. Oui, effectivement. Et donc, eux, sur la marque Opel pure, c'est l'Allemagne qui est devant. La France est assez loin. Turquie est toujours bien positionnée aujourd'hui, la Turquie. On voit que c'est un marché qui compte pour beaucoup. L'Italie, historiquement, c'était un beau marché pour Opel, mais vous voyez qu'après, c'est une marque qui a quasiment, je ne vais pas dire qu'elle est en voie de disparition, mais qui quand même 137 000 ventes, c'est très peu. Et quand vous regardez, alors il faudrait rajouter Vauxhall, mais on voit bien que c'est une marque qui, sur les marchés où lesquels elle était forte, étant aujourd'hui vraiment à un niveau assez faible. Et son niveau d'électrification, il est très faible parce que finalement, il n'y a qu'en Allemagne où il est de 15%, 19% en France, mais le volume n'étant pas très fort, ailleurs, il n'y a rien. Fiat, alors Fiat, Fiat, on voit que ça ne va pas fort quand même, parce qu'en Europe, à la fois, ils ont un volume de vente qui est très faible. 151 000 voitures sur 5 mois, c'est très, très peu. C'est vraiment très, très peu. Si on regarde l'historique de Fiat, il y a 30 ans, ils faisaient ça en un mois et demi. Aujourd'hui, ils sont vraiment à un niveau très bas. Très centré sur l'Italie, qui en plus n'achète pas de véhicules électriques. Très centré sur la Turquie, pareil, il n'y a que 1% de véhicules électriques. L'Allemagne, on a un volume un peu meilleur, la France très mauvais. Là, on a un taux en revanche de véhicules électriques qui est plus élevé, 13%, 48% en France, ça doit être leur record avec la 500. Mais au global, on n'a que 8%, parce que beaucoup trop dépendant de marchés sur lesquels les véhicules électrifiés ne se vendent pas.
et un volume des ventes quand même très faible. Alors, le suivant, c'est Nissan. Alors, Nissan, on n'est qu'à, étonnamment, on arrive à la fin, on n'est qu'à même pas 7% de véhicules électriques dans la part de ses ventes. 142 000, on voit vraiment Nissan, il s'est pris en l'espace de 10 ans une chute vertigineuse de ses ventes. Le Royaume-Uni reste toujours le premier marché, suivi de l'Italie et de l'Allemagne, et puis ensuite on a au même niveau quasiment France, Espagne et Turquie. Mais on a un volume d'électrification qui est très faible, tout simplement parce qu'eux, ils ont peu de produits. Ils n'ont rien. Je crois qu'à part la Leaf qui est renouvelée, enfin, qui va être renouvelée l'année prochaine. Elle a été présentée là, il y a 8 jours, mais elle n'arrivera pas avant 26. Ils ont un taux d'électrification qui est très, très faible. Ils sont un peu sauvés par le Benelux et un tout petit peu par l'Allemagne et par le Royaume-Uni, mais vous voyez qu'en fait, les volumes ne sont pas là. Et un niveau 142 000 ventes est quand même très faible. Dacia, qui est une marque qui marche formidablement, mais qui a très peu d'offres électriques en fait, pour les raisons que vous savez. Donc, ce que je trouve intéressant, c'est que Dacia, finalement, bien sûr que le marché français, c'est son premier marché, mais ils sont très forts en Italie, forts en Espagne, forts en Allemagne quand même. Et après, ils ont quand même un volume de vente qui n'est pas du tout neutre. La Roumanie, regardez, c'est du niveau plus que la Pologne, c'est du niveau quasiment de l'Espagne, du niveau de la Turquie, entre les deux. Alors, parce qu'ils n'ont qu'un modèle, évidemment, en électrique, ils n'ont que 6%, et tirés uniquement par l'Allemagne, la France, un peu l'Italie et le Royaume-Uni. Mais une structure des ventes qui est intéressante et qui est assez orientée quand même sur les pays d'Europe du Sud et pas mauvaise dans les pays d'Europe centrale et de l'Est. Et dernier constructeur, dernière marque plutôt, alors vous êtes étonné de l'avoir là, mais en taux d'électrification, elle est à 4%, mais en termes de volume, elle est très bonne, puisqu'elle est à 384 000 voitures traitées vendues, c'est quand même une très très belle performance. Et là, vous avez une structure des ventes, vous voyez, en volume, qui est très proche de ce que fait Hyundai Kia, c'est-à-dire qu'ils sont très bons à peu près partout en Europe, avec même une pointe étonnante en Pologne, qui est un énorme marché pour eux. Premier marché l'Italie, ensuite on a la France, le Royaume-Uni, dans un mouchoir l'Espagne, la Pologne, la Turquie. Et bonne présence également dans le Benelux et dans les pays d'Europe centrale. Le taux est très faible parce qu'à ma connaissance, à part les BZ4, et aujourd'hui, il y a 2 modèles qui ont été présentés, mais je ne suis pas certain qu'ils soient en vente aujourd'hui. Celui qui est fabriqué en Inde, Toyota, c'est le champion du monde de l'hybride. Mais donc, une part de marché d'électrique qui va se développer forcément, puisqu'aujourd'hui, ils vont avoir une gamme qui, d'ici un an, devrait avoir, si je ne me trompe pas, 5 ou 6 modèles. C'est ce qu'ils ont présenté à Bruxelles il y a 6 mois. Et donc, qui va croître, mais ne serait-ce que parce qu'en termes d'objectif café, Toyota n'est pas hyper bien positionné. Il l'a été très bien jusqu'en 2024, mais maintenant que le ratio est devenu plus contraignant, l'hybridation légère ou même le PHEV ne suffit pas. Voilà, j'en ai terminé. Donc, on vous mettra à jour avec vos zones pour Opel. Opel, on mettra les deux sur la même carte. Et voilà, je trouvais assez intéressant de voir un petit peu pourquoi on a un taux, pourquoi chaque marque a un taux faible ou pas de véhicules 100% électriques, en fait. Ça dépend beaucoup, finalement, principalement de sa structure des ventes. S'ils sont plutôt orientés en Europe occidentale, c'est plutôt bon pour eux. S'ils sont plutôt orientés Europe centrale et Europe du Sud, forcément, c'est moins bon pour eux. Évidemment. Parce que les marchés, en fait, ça suit quand même globalement le marché. Voilà, moi je vous remercie beaucoup. Très bien. Merci Franck. Merci à tous d'avoir participé. Je ne sais pas à quand. C'est quand la prochaine? En juillet, pour ceux qui ne sont pas encore en vacances. Avant les vacances. Non, je serai encore là. Je vous enverrai une invitation. C'est la semaine du 20, je crois. Oui, ça sera le 31? Non, on fait ça la semaine d'avant. Sinon, la semaine d'avant. Le 1er août, c'est un vendredi. Ça doit être le 25 ou quelque chose comme ça. D'accord. Il faut juste espérer qu'on ait les données. On n'aura pas les données de tous, peut-être, on verra. Ah oui, alors donc peut-être qu'on vous fera un coup intermédiaire, genre mardi, mercredi, mais en juillet. Ouais, on verra. S'il manque quelques jours pour avoir les données, autant attendre 3-4 jours.
Peut-être mercredi. Je vais regarder sur l'Europe, déjà, ils nous mettent à quand est-ce qu'on nous donne les données. On vous dira ça parce que le premier, ouais, bah peut-être bien, oui, le 30 ou le 31. Je ne sais pas si vous êtes encore là. Mais là, on est sûr qu'on les aura. Ouais, on fera ça le 30 ou le 31, je pense. Allez. Très bien, bah, écoutez, merci à tous. Bonnes vacances pour ceux qui partent On est chanceux. dès à présent. En voiture électrique. Puis, Vous nous racontez. Ceux qui parmi vous vont partir en voiture électrique, ils peuvent m'envoyer un résumé de leur pérégrination, ça m'intéresse. Pour voir combien vous avez payé, les recharges, les trucs, les machins, comment ça se passe. C'est bon d'avoir un retour d'expérience. Très bien, on fera un point, effectivement, à la rentrée, pour savoir. Merci à tous.